Pour tous les joueurs évoluant en district régional U17 et U19 NAS et en N3, je peux vous mettre en place dès maintenant un staff de 4 coachs de haut niveau pour vous permettre de percer au plus vite. Dans l'académie NE, tu auras accès à Marc, ton coach analyse tactique, à Nico, ton préparateur mental, à Anto, ton nutritionniste et à moi-même pour ton plan de carrière et pour ton entraînement. J'ai regroupé les meilleures méthodes du centre de formation du TFC par lequel je suis passé et des joueurs professionnels que j'ai accompagnés depuis 2016. Maintenant, pour tous ceux qui ont conscience qu'une carrière c'est court et que d'investir en soi avec l'encadrement d'un staff professionnel est une chose importante, vous avez ci-dessous accès au calendrier pour réserver vos entretiens de sélection pour accéder à l'académie NE. Nous prenons que 20 joueurs par mois pour garder notre qualité et pour tous les bosseurs, ça se passe ci-dessous. Hâte de vous compter parmi nous pour le futur et je vous dis à très vite. Le problème de Donnarumma. On va me dire: «Oui, mais Antoine Donnarumma, tu comptes pas toutes les fois où il a sauvé le PSG». OK, je te retiens. Mais, pose la question à la charnière centrale et à l'équipe, heu, le degré de confiance qu'ils ont en ce gardien. Parce que sur un match, il est capable de te sauver l'équipe comme il est capable de te la faire couler. Mais s'il la fait couler dans des grands rendez-vous, ça la fout mal. L'écroulement mental, genre vraiment je suis écroulé, c'est toujours parce que le doute est venu sur une partie de ton jeu, une partie de toi-même sur laquelle il ne devrait pas y avoir de doute. C'est en gros, je sais ce que je vaux, et en fait, à un moment donné, parce que tu as laissé rentrer des critiques en toi et que tu les as pas forcément filtrées, tu t'es pas forcément posé la question, est-ce qu'il a raison ou pas, euh, à un moment donné, tu as laissé le je sais ce que je vaux se modifier en mode ah, je suis peut-être pas si sûr de savoir ce que je vaux. Je suis peut-être pas si fort que ça. Moi, Nico, hier dans l'académie, lors du live d'ailleurs, la team, vous pouvez rejoindre l'académie, en description où, beh, on vous suit avec toute l'équipe et Nico, vous coach, 1 heure tous les mercredis en prépa mentale. Et hier, on parlait d'un aspect qu'on n'a pas assez développé, Nico, rappelle-moi? Les critiques. Ouais, Critiques, c'était en critiques. gros toute la. Même on avait élargi ça au sentiment d'injustice, tu sais, en général, souvent quand les joueurs jouent pas ou des situations en club un petit peu délicates. Ouais, pourquoi il me dit ça? Pourquoi ci? Ouais. Pourquoi ça? Quand tu es au centre de l'attention de manière négative, comment tu gères ça en fait? Là, on va se focus sur, vraiment l'aspect, critique. Pour en revenir, par exemple, au cas du frère d'Mbappé, Ethan, où il se fait insulter par plein de mecs de quartier au bord d'un terrain. Je sais même plus avec le PSG, c'était en coupe de France ou avec le 19, non, Ouais, avec la N2 ou la N3. je crois que c'était avec le 19. Je crois que Ouais. c'était avec le 19. Et ça, c'est un exemple, c'est même pas un cas isolé parce que chaque joueur se fera insulter. Donc bien évidemment, il faut dissocier. On peut commencer par ce premier point, dissocier l'insulte au bord du terrain, qui est faite pour te déstabiliser, mais pas forcément parce que le public ne t'aime pas ou voilà, qu'il a la haine contre toi. C'est vraiment une Mhm. déstabilisation et la critique qui va être là pour t'abattre et en général, la critique, quand on l'a dans un vestiaire ou d'une personne à l'école ou au foot et beh, soit on est victime de ça et on s'écrase et on devient l'harcelé ou soit, beh, l'harceleur qui est en face de nous, on lui fixe des limites et comme ça, on évite de finir dans la situation où on s'écrase face aux critiques, quoi. Mm, mm, mm. Donc comment Ouais, mentalement on carrément. gère ça, Nico? Bah, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs sortes de critiques. Celles qui sont, comme tu l'as dit, sur le bord d'un terrain, tu te fais insulter par des supporters adverses. Euh, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est rester concentré dans ton match parce que c'est une donnée du match au même titre que l'état de la pelouse, au même titre que la qualité de l'arbitre ou quoi que ce soit. C'est des trucs où tu vas devoir faire avec. Tu ne pourras pas le changer et il va falloir que tu joues ton match pour le gagner, entre guillemets, pour performer, pour si tu ne peux pas t'arrêter à la pelouse, elle n'est pas en bon état. Ah, les mecs, ils m'insultent. Bon, bah, c'est bon, j'arrête de jouer. Non, ça n'existe pas. Ou vas-y, bah, je vais faire un match à 4 sur 10, je m'en fous. Non, tu veux faire ton match à 7, 8 sur 10. Donc, tu vas devoir tenir compte de ça. Tu vas devoir rester concentré. Là. Pendant le match, en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple à gérer. C'est tu restes concentré sur le jeu. Voilà. Ce qui est plus compliqué à gérer, c'est justement les critiques qui peuvent faire mal, qui peuvent générer un sentiment d'injustice, un sentiment de voilà, quand le coach va te dire ouais, mais tu vois, t'es pas assez comme si, c'est pour ça qu'un tel y joue, ou même ne pas te le dire et pas te faire jouer, ce qui aussi peut vouloir dire des choses. Bah, il y a un moment donné où toi, à l'intérieur de toi, tu peux prendre les choses pour toi directement, c'est-à-dire en mode ah, il m'en veut personnellement, ou oh, il pense que je suis nul, etc. Et en fait, globalement, ce que tu laisses faire, c'est la plupart du temps, c'est de laisser le coach te coller une étiquette. Genre, toi, tu es le remplaçant. Si tu étais un
un basketteur, c'est toi, tu n'es pas un shooter à 3 points. Toi, tu ne sais pas shooter, donc shoot pas, reste sous le panier. C'est que des étiquettes comme ça qu'on se laisse coller. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est quand on se laisse coller une étiquette, on commence à sentir un décalage. On commence à se dire, mais attends, mais moi, je sais que je suis capable de faire ça. Mais c'est juste que lui, il ne voit pas et il ne croit pas en ça. Donc, à partir du moment où ce décalage, il existe, bah, forcément, il y a un inconfort, forcément, il y a un mal-être. Parce que toi, tu sais que tu es cette version de toi et lui, il te voit comme ça. Donc, en fait, tu essayes du coup de rejoindre sa vision et ça te met mal à l'aise et ça te met pas dans les meilleures conditions. Et en fait, là, quand on parle harceleur, harcelé, hein, c'est juste une question de comment, quelle posture tu vas affronter, enfin, dans quelle posture tu vas être face à tout ça. Est-ce que tu vas être en mode, vas-y, moi, je sais que je suis un shooter à 3 points, je vais prendre les 3 points et je vais vous montrer, ou est-ce que tu vas être en mode, waouh, ouais, il a peut-être raison, ouais, non, peut-être c'est plus safe de ne pas shooter à 3 points parce qu'il m'a dit que. Et là, à ce moment-là, tu rentres dans sa dynamique lui. Donc, il faut vraiment réussir à trouver un équilibre entre j'affirme qui je suis et je tiens compte quand même un minimum des attentes tactiques, etc. Parce que s'il dit tu ne shootes pas à 3 points, ça peut être pris comme un affront de prendre tous les shoots à 3 points du match. Il ne faut pas non plus rentrer, mais c'est envoyer le bon message tout en étant voilà, le plus dans un certain respect d'une cohérence, un minimum. Parce que sinon, si tu vas dans un autre extrême, c'est pas bon. Je sais Est-ce pas que, ce que tu en penses. beh, pour faire la corrélation avec ce que tu dis, est-ce que tu as des joueurs qui, que tu suis, basketteurs pro pour en parler, rugby ou autres, qui sont déjà écroulés mentalement et dans l'échantillon que tu as de joueurs qui s'écroulent mentalement, quel est le point commun de ces joueurs-là? Pour comprendre en fait quels sont les éléments déclencheurs et les chemins à éviter pour s'écrouler. Franchement, l'écroulement mental, genre vraiment je suis écroulé, c'est toujours parce que le doute est venu sur une partie de ton jeu, une partie de toi-même sur laquelle il ne devrait pas y avoir de doute. C'est en gros, je sais ce que je vaux. Et en fait, à un moment donné, parce que tu as laissé rentrer des critiques en toi et que tu ne les as pas forcément filtrées, tu t'es pas forcément posé la question, est-ce qu'il a raison ou pas, euh, à un moment donné, tu as laissé le je sais ce que je vaux se modifier en mode ah, je suis peut-être pas si sûr de savoir ce que je vaux, je suis peut-être pas si fort que ça. Et en fait, à partir du moment où ce doute-là, il peut pas forcément, il n'est pas forcément conscientisé. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'inconsciemment, tu regardes je sais pas si tu es remplaçant, tu as un sentiment d'injustice, et vas-y, je joue pas, le coach, il pense ça de moi, et nanani, et nanana, et tu regardes le titulaire, et en fait, tu as beau te conditionner, te conscientiser le fait, non, mais vas-y, je suis au-dessus de lui, en fait, au fond de toi, tu n'y crois pas. Parce que tu t'es laissé vraiment impacter, atteindre dans une partie de toi qui devrait être verrouillée à double tour. Parce que si tu laisses l'accès à ça à des gens, bah, tu vas te faire finir broyer parce qu'il y a trop de gens dans le milieu du sport qui ont un intérêt à ce que tu réussisses pas. Genre tous tes concurrents, tous les mecs qui vont être en essai avec toi, même certaines fois d'autres mecs de l'équipe, vous jouez même pas au même poste, mais tu peux devenir un leader par ton talent, mais vu que tu vas faire ombre, même si vous jouez pas le même poste, à son leadership à lui, bah, il va être en mode, il va protéger, il peut être amené, voilà. Et il y a un moment donné où bah, le lieu commun pour moi de tous les joueurs qui s'effondrent, parce que quand on parle d'un effondrement, c'est que tu as instillé du doute sur une partie de toi qui ne devrait pas douter. C'est un peu la fondation, et toi, tu es venu, tu as tapé sur la fondation. Du coup, la maison, elle est sur un terrain friable. Et une maison qui est sur un terrain friable, elle finit toujours par s'écrouler. Et c'est ça l'effondrement. Et quelles sont les fondations à protéger mentalement chez un footballeur? Quelle partie? C'est l'estime? C'est Ouais, sa confiance? non, c'est l'estime de soi. Et moi, j'aime bien résumer ça en mode c'est la certitude que tu as sur toi. Si tu n'es pas capable d'être certain d'être un putain de joueur, qui va te la renvoyer cette certitude? Qui va venir te la donner? Personne ne va te la donner sur un plateau. Il n'y a aucun coach qui va venir qui va te dire ouais, j'ai vu de toi de la magie comme ça, quelques secondes à l'entraînement. Donc en fait, je sais que tu es un putain de joueur. Donc en fait, je sais que tu es capable de jouer à un niveau 87. Donc je vais tout faire pour te mettre bien. Non, le coach, même s'il a vu, quand bien même il est vu, il n'a pas le temps de te mettre bien. C'est que lui, il a un match à gagner dès ce week-end. Et on va pas se mentir, même en U15, les coachs, ils ont envie de gagner les matchs. Ils vont pas être là dans la formation, tu vois. Donc il y a un moment donné Tu sais, où les gens n'ont pas le temps. Nico, ça me fait penser tu sais, quand tu vas dans la rue, dans le métro ou autre et que tu vois, des gens qui font des dingueries ou qui font des choses par exemple, quand tu vas dans le métro, à Paris, bon par chance, je l'ai fait que très peu de fois dans ma vie et je ne suis pas, Ah, on voit que tu n'es pas en parisien, toi. On voit que tu n'es en 1 pas un mec contre 1. d'Île-de-France. Je ne suis pas en 1 contre 1 face à des individus, hors du commun.
Mais par exemple, quand je vois des gens chanter, dans le métro, quand je vois des gens faire des dingueries, Mm. mais ça me fait penser au joueur qui fait une bonne performance. C'est-à-dire que nous, on se dit: «Waouh, il fait une dinguerie, le mec, il doit avoir trop honte». Mais en vrai, quand tu sors du métro, le mec, tu l'as zappé, tu passes à autre chose, tu le calcules même pas. Et le Ouais. coach, il est un peu pareil. En fait, tu fais une roulette sur le terrain, mais lui, il voit pas ce que tu fais, il voit la globalité, il voit le résultat du match. En fait, si tu veux vraiment que ton coach te voie, il faut que ce que tu fais sur le terrain, par exemple, faire un petit pont et faire crier le public, ton coach n'en a rien à foutre. Ton coach, lui, ce qu'il va regarder, c'est: Donc, tu «Ah en ouais, étais à le coach qui va voir, c'est l'effort défensif et après, ouais». j'ai pas eu de. Donc, le coach, tu vois, il voit l'effet cumulé. Le coach voit les effets cumulés. Si on met un petit pont et que le public crie, il va dire: «OK». Mais si le coach te voit faire X effort défensif, X récupération de balles, X passe clé, passe D, but et vraiment dans l'esprit que tu es présent, à ce moment-là, ça marque le coach. Si par un exemple, hein, si tu vois un mec chanter dans le métro une fois, tu calcules pas. Mais si chaque jour tu prends une ligne précise et que tu vois le mec chanter, tu vas commencer à écouter, le calculer et s'il est performant, si ses musiques sont bonnes, tu vas aller sur son Instagram et après tu vas lui donner la pièce, tu vas lui donner de la force. En fait, c'est de la Mm. répétition dans le temps et C'est les ça. joueurs, les cas isolés, enfin trop de joueurs, «Ouais, j'ai fait une parade», le coach il va la voir. Non, non mon gars, le coach en fait, il veut pas que tu fasses une parade, il veut que tu ramènes des points à l'équipe. Pareil Mais pour un ça, coach. ce que tu dis, c'est même vrai au niveau de l'erreur, hein. C'est qu'il y a trop de sportifs qui surfocalisent l'erreur qu'ils font. Alors que Mmh. si tu te mets sur le bord d'un terrain, tu regardes les joueurs jouer, tu vois bien que à tous les postes, les mecs ils font des erreurs. Alors le gardien, peut-être un petit peu moins, parce qu'il ne peut pas faire d'erreur, sinon ça se voit direct. Mais tu regarderas le défenseur central, il va faire une erreur de relance. Le latéral, le 6, ça va perdre un ballon, ça va se faire chipper la balle. Et en fait, quand tu es sur le bord du terrain, tu vois que ça ne te choque pas. En fait, quand tu es spectateur, tu ne dis pas: oh là là, c'est choquant, il s'est fait prendre la balle, il s'est fait surprendre. Non, tu vas te dire tranquille. Mais quand toi, tu es sur le terrain, c'est pas comme ça que tu vis le truc. Tu te dis: oh là là, ça y est, j'ai perdu tout l'estime que les gens avaient pour moi. Ils doivent penser que je suis nul, etc., etc. Et ça, en fait, quand tu penses ça, je ne vais pas te mentir, c'est que déjà, il y a déjà un problème d'estime de toi. C'est Mais pas tu sais que l'erreur à révéler, et c'est pas l'erreur qui a créé ce problème-là, c'est que le problème était déjà là et que voilà. tu sais que les petits filous, ils nous font passer ça pour de la enfin, ils nous font passer ça pour du manque de confiance en soi, mais c'est un narcissisme et un égoïsme, c'est pas un égoïsme, c'est un narcissisme ultime. Ça veut dire qu'en fait, Ouais. le monde entier regarde ces gens-là s'ils font une erreur. Personne te calcule mon gars. Tu fais ton match. Ouais, en fait, c'est comme ce que tu as dit sur le fait de faire, tu as fait un petit pont, nanana, et en fait, c'est l'effet cumulé. C'est l'effet cumulé d'erreurs qui commence à être notable. Si tu fais erreur sur erreur sur erreur, là, le coach, il commence à se dire effectivement, ah, il n'est pas bien aujourd'hui. Si tu Donnarumma, refais ça un autre jour, le coach, il va se dire, ah, il n'est pas bien en ce moment. Si tu continues à faire ça, le coach, il va se dire, ah, ça y est, il a commencé à chuter. tu Il est vois, plus là. un Donnarumma et un Navas, même si Navas n'est plus au PSG. Navas, quand il était au PSG, s'il avait fait une erreur, on passe au-dessus parce qu'on sait qu'il a tellement sauvé l'équipe que c'est humain. Mais un Donnarumma, ça y est mon gars, pour moi, il est grillé, hein. Il a tellement fait d'erreurs. Après, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est, les contrats, les clauses. Faut savoir les gars Ouais, que à haut quand il y niveau, a ouais. des joueurs que vous aimez pas, qui jouent X matchs par saison ou X minutes, parce que c'est marqué noir sur blanc dans leur contrat, hein. Certains, ouais, effectivement, c'est sûr que Et quand il y a Donnarumma, des mystères, quand il y a des mystères du football, ou alors ils essayent de le vendre, paradoxalement. Parfois, un joueur qu'on essaye de vendre, on le met sur le terrain pour faire sa promotion et qu'on trouve un acheteur. Alors que pourtant, c'est pas le joueur dont on a envie de compter sur lui, mais des fois, c'est ce qui se passe aussi. regarde le problème de Donnarumma. On va me dire: «Oui, mais Antoine Donnarumma, tu comptes pas toutes les fois où il a sauvé le PSG». OK, je te retiens. Mais, pose la question à la charnière centrale et à l'équipe, heu, le degré de confiance qu'ils ont en ce gardien. Parce que sur un match, il est capable de te sauver l'équipe comme il est capable de te la faire couler. Mais s'il la fait couler dans des grands rendez-vous, ça la fout mal. Ouais, après, moi, Donnarumma, enfin, en tant qu'observateur assidu du PSG, c'est pas le pire. Moi, celui qui me transmettait le plus ça, c'était Kevin Trapp. Kevin Trapp, et il a fait des dingueries de fou. Donnarumma, lui, il y a vraiment, je trouve, une certaine fiabilité sur la ligne. Mais après, derrière, Le jeu au pied, en fait, le voilà, gros c'est le problème, jeu au c'est son jeu pied. au pied. Il y a des, bah justement, c'est comme on a dit, là, la répétition d'erreurs, à un moment donné, au pied, quand tu commences à te dire, ah ouais, en fait, et à la fin, tu vois que ça. Alors qu'en fait, il y a aussi plein d'autres trucs qui sont bien, qui sont positifs. Mais par contre, Tu Kevin Trapp, as ouvert une brèche, Nico. Méga intéressant. Kevin j'avais Trapp. vraiment du mal à le voir comme un putain de gardien, alors qu'il est certainement très bon. Mais il m'a tellement marqué par des erreurs à répétition à un moment donné que j'étais là en mode, j'ai plus confiance en lui, quoi. Regarde, Un gardien, c'est dur de pas avoir un confiance.
Analysons 2 cas. Kevin Trapp et celui qui est au Bayern, au PSG où il a au Ne- PSG où l'ancien Neuer? attaquant du PSG, Ah, Choupo-Moting? Choupo-Moting. On regarde Choupo-Moting au Bayern, il performe de ouf. On regarde Kevin Trapp, en Allemagne, il performe de ouf. Mais leurs passages au PSG n'ont pas été bons. Tu sais pourquoi ils n'ont pas été bons? Parce que ces joueurs-là ont fait une erreur et après c'est bon, ils ont été pris en grippe. Il y a eu les médias, il y a eu un atmosphère et ces joueurs-là, ils correspondent parfaitement à la vidéo. Ouais, moi, personnellement, je ne mettrais pas les deux dans le même cas parce que les deux n'ont pas été accueillis de la même façon. C'est-à-dire que Kevin Trapp, il était accueilli comme lui, c'est un crack, entre guillemets, si on le recrute au poste de C'est un gardien et qu'on lui donne le poste de titulaire au PSG, c'est un crack. Et en fait, moi, je trouve qu'il n'a pas assumé la pression du truc. Alors que Choupo-Moting, il a tout de suite, genre dès le départ, rien que le nom, tout ça, on ne le connaissait pas, il a tout de suite été assimilé à un mec remplaçant qui est loin des standards des titulaires. Et en fait, on l'a jamais pris au sérieux, ce gars-là. Même quand, à un moment donné, il montrait des vrais signes que genre, en Ligue bah, en des fait, il est chaud, Champions, c'est il contre, rentre, il fait des l'Atalanta trucs. Bergame qui a marqué un but, non? Ouais, il y a ce passage-là, mais même en soi, moi, j'ai toujours trouvé intéressant. Il avait des bonnes prises de balles, des bons. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour un remplaçant. Franchement, c'était même un mec que tu pouvais mettre sur le terrain. Et en fait, le truc, c'est que on a tourné à l'arrière et il y a eu cette erreur contre Strasbourg là, tu sais, où il enlève un but à aller voir la vidéo. C'était contre Strasbourg, il me semble. Où, je crois que c'est Di Maria qui fait un piqué devant les buts. La balle, elle rentre. Et lui, en fait, il court et il enlève la balle parce qu'il voulait la pousser au fond, mais en fait, il se rate. Et donc, du coup, là, à ce moment-là, c'est devenu la risée et il n'a jamais réussi à décoller cette erreur-là. Mais moi, je trouve que Choupo-Moting, c'est un très, très bon exemple que tu as pris parce que lui, il est arrivé on lui a collé l'étiquette du gars remplaçant. Et tu vois qu'en fait, il n'a jamais réussi à s'en défaire et à montrer autre chose. Et en fait, il a commencé par se faire matrixer par cette étiquette-là. Et finalement, tout ce qu'il a fait à un moment donné, c'était que confirmer que ouais, c'est un remplaçant, c'est un remplaçant. Après, il y a pas se mentir, sur son chemin, il y avait Mbappé, Neymar à l'époque, Di Maria. Mais Je me demande même s'il n'y avait pas Icardi encore. C'est pas la référence, Choupo-Moting, mais tu vois? Choupo-Moting, si on fait un parallèle avec Giroud, Giroud, il a connu la même vie que ah, Choupo-Moting, mais sauf qu'en fait, ouais, il y a des Giroud, moments où on lui a c'est là collé où des les gens ne se étiquettes. rendent Ouais. pas compte mentalement comment c'est trop fort. Ah, c'est Giroud, énorme. mentalement, tu lui colles l'étiquette, mais en fait, chaque jour et là, il est arrivé au stade où, eh beh, il a mis, 10 ans pour changer son étiquette. Et c'est surtout que Giroud, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est pas une étiquette qu'on lui a collée dans son club. C'est une étiquette qu'on lui a collée dans le pays tout entier en équipe de France. C'est le mec qui a mis 0 but en Coupe du Monde. À un moment donné, il était comparé à Stéphane Guivarch, qui lui aussi était un putain de joueur en vrai, hein, mais à l'époque. Ah Mais ouais. parce qu'il avait mis 0 but en 98, ça y est, c'était devenu la risée. Et Giroud, il a dû se défaire de cette étiquette-là. Matuidi Et aussi. Matuidi, etc. Et il y a plein de joueurs où, au final, ils auraient mais, complètement cédé et qui ont cédé en fait à la pression du public. Quoi. C'est-à-dire, ils trouvent que je suis nul. Bah, finalement, ce que je leur montre, c'est que je suis nul. Je ne leur montre pas à l'inverse. Et ça demande une force, une estime de soi, une Ah force oui, de caractère de fou. parce qu'en fait, on appelle ça le biais de confirmation. C'est-à-dire que, par exemple, je te dis: «Ouais, Nico, dans ta ville, il y a 10 000 habitants». Et toi, tu vas dire: «Non, Antoine, il y en a 100 000». Donc tu vas écrire sur Google, «Ma ville, 100 000 habitants» pour voir absolument la confirmation. Et quand un coach voit un remplaçant faire une erreur, il dit: «Oh, de toute façon, il est remplaçant». Tu sais, c'est le biais de confirmation: «Ouais, de toute façon, il est remplaçant», ça confirme. En fait, c'est un biais cognitif qui veut absolument nous rassurer dans le choix qu'on fait. «Oh, de toute Ouais. façon, je le savais» et cetera. Alors que si ça avait été un attaquant, «Oh, c'est pas grave, il va se rattraper au prochain match». Tu vois les 2 réactions? Et Mm. le biais de confirmation pour le supprimer, c'est très dur, hein. Non, c'est Ouais, de très toute façon, compliqué. lui, C'est c'est pour ça Monsieur qu'il faut, Boulette, c'est pas grave s'il fait une erreur, on le sait, il est claqué. il faut de la régularité. Et en fait, c'est comme l'exemple que tu as pris sur le harcèlement scolaire ou enfin, en fait, ça va toujours venir de toi. C'est-à-dire que si tu attends que ça vienne des autres, si tu te fais harceler, et à un moment donné, Et tu pourras pas. Ouais. là, on dit une dinguerie. Tu sais qu'un harceleur à l'école, enfin un petit harcelé à l'école, c'est la faute de l'harceleur. Là, on va émettre le doute qu'il y a une responsabilité chez le petit. Moi, je m'en bats les Non, couilles, c'est la vérité. Je c'est te le la, dis, hein. c'est la faute, c'est la faute de l'harceleur. C'est la lecture primaire, c'est celle-là. Mais par Oui, mais c'est contre, la faute de le l'harcelé de changement, laisser le harceleur continuer. le changement de situation, il va venir d'un changement de posture. C'est-à-dire, Carrément. je ne reste plus dans cet accord, etc., etc. Et en fait, je décide de dégager autre chose, et ça va prendre le temps que ça prendra, mais je vais gagner ce combat. Ouais, Et c'est ça. voilà. Mais ça demande, c'est ça le problème en fait souvent qu'on retrouve, c'est que ça demande justement une force d'estime de soi, c'est-à-dire je sais ce que je vaux les gars, vous ne me briserez pas. Il Et y avait, c'est là en fait souvent où le problème des petits
bah, ils sont en train de construire cette estime de soi. C'est pour ça que c'est dur de se faire harceler à l'école, parce que tu es en pleine construction de ça et on vient te faire douter sur toi-même, alors qu'en fait, bah, c'est là où c'est compliqué. Quand on est jeune, très jeune, c'est compliqué. Il y a un parallèle très intéressant, c'était un chef politique sénégalais, tous les Sénégalais ou d'origine qui connaissent ça, vous pouvez me le dire en commentaire. Il avait dit: «Pour être colonisé, il faut être colonisable. Pour être, harcelé, il faut être harcelable». Enfin, je sais pas si on dit harcelable. Si, Mm. si tu as été, victime, de X choses dans ta vie, c'est qu'à un moment donné par exemple, pour être racketté, il faut être racketable. Par exemple, Mm. avec mon épouse en Argentine, bon, bien évidemment, je ne cautionne pas ça. En Argentine, je marchais, elle me disait: «Antoine, tout ce qui est montres, bijoux, bien habillé, on oublie». Parce que si en Argentine, tu es bien habillé dans certains quartiers, tu es un régalo, tu es un cadeau. Donc tu vas te Mm. faire, racketter. Mais si tu es en jogging, tu auras rien. Si tu montres des signes de faiblesse, par exemple, dans les vestiaires, on te met une petite tapette derrière la tête, ou on commence à te trouver un surnom et que tu te tais, là, c'est la porte ouverte à tout. Sur Mm. le terrain, quand on commence à te critiquer, enfin tes coéquipiers, comme, on en revient toujours à la situation de couple. Dès qu'il y a un abcès qui se creuse, hop là, on règle ça. On laisse pas les choses continuer. Sinon, ça va faire très, très mal et c'est pour ça qu'à la fin, il y a des bagarres à l'école. Parce qu'au bout d'un moment, le harcelé, beh, ça monte, ça monte, ça monte et il va frapper. Tu vois, moi, j'avais fait une erreur quand j'étais, au pôle espoir, au TFC Nantes, mais au pôle espoir, il y avait les plus grands, ils bisutaient et moi, je me laissais bisuter parce que j'étais très impulsif et si je répondais, je lui mettais mon poing dans la gueule. Mais si je lui mettais mon poing dans la gueule, j'étais viré. Alors que j'avais juste à être plus intelligent émotionnellement et dans le dialogue, sauf qu'à cet âge-là, j'avais pas été formé pour ça à 12-13 ans et je savais pas comment le faire. Donc pour Mm. sortir d'une situation de harcèlement, c'est mettre une barrière, parler avec le mec et là, il va commencer à dire: «Oui, tu sais, il va commencer à vouloir te redominer avec de la force et cetera et c'est là où la situation est méga subtile parce que dans un monde normal et primaire, on se bat parce que le mec te respecte pas et rentre dans ta zone, Mm. Mm. mais derrière, tu es viré de l'établissement. Parce qu'en vrai, une bagarre, c'est sain dans la mesure où les 2 n'arrivent pas à s'entendre, en fait, la bagarre, c'est simplement une issue où les 2 n'arrivent pas à s'entendre intellectuellement, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est un comportement humain. On va dire, Normal. ADN, c'est normal, c'est hein, dans nos c'est possibilités, pas grave quoi. de se battre, hein, c'est normal, hein. C'est l'extension d'une émotion, on va dire, mal gérée, quoi. Exact. Donc c'est là où la barrière est très subtile parce que maintenant, moi, si par exemple, il y avait un mec, qui à Bordeaux, voulait racketter mon téléphone avec Flore, le mec il me dit: «Ouais, il est quelle heure?» Je fais: «Passe-moi ton téléphone», «Passe-moi ton téléphone et je veux savoir quelle heure il est». Ou à chaque fois qu'un mec me demande quelque chose, je lui redemande la même chose. Genre par exemple, quand je vois un mec dans la rue qui me demande de l'argent, mais je sais qu'il va utiliser cet argent pour acheter une bière, il me dit: «Ouais, tu as pas 1 €?» Je fais: «Toi, tu as pas 1 €?» Ça bug. Genre le mec, il bug. Le mec là le mec, soit de quartier ou soit d'autre dans la rue qui essaie de me niquer, tu vois? Une fois: «Gros, il y a pas moyen que tu me passes ton téléphone pour l'heure?» Je fais: «Tu as pas une montre? Non. Tu as pas ton téléphone? Non. Non, j'ai pas envie». Ou sinon je dis, ou sinon j'affirme: «Tu vas me le voler» et le mec il bug comme ça. Mmh Et mh. s'il commence à Ouais, s'énerver, ap je lui dis: «Va voir ailleurs» ou s'il dépasse les limites, ben, on se bat. après tu es en mode, là, même communication, verbale. Mais moi, pour moi, même, j'ai envie de te dire, il y a tellement de choses qui passent dans la communication non verbale. Tu sais, la posture, un mec, il te parle mal sur le terrain, genre, «Ouais, vas-y, fais ça». Juste ta posture, ton regard, la façon dont tu vas réagir dans ton non verbal, ça va indiquer clairement la limite. Ça va être en mode: «Hey, frérot, me parle plus comme ça». Genre, Ouais, 1 fois, pas 2. Tu sais, des fois, tu as même pas besoin de le dire. Genre Zlatan, genre on prend, voilà, le non verbal d'un Zlatan. Je pense que même s'il te dit rien et qu'il te regarde avec son regard de tueur, là, tu vas peut-être te dire: «Ah ouais, lui, c'est pas le genre de gars à qui je peux lui dire: "Eh, vas-y, fais la passe"». Il va te regarder, tu vas dire: «Ah, la prochaine fois, je me tairai. ouais, J'essaie une c'est, fois, pas deux». Et c'est le non-verbal. Il y a plein de choses qui passent par le non-verbal. Là, tu parles de communication, ouais. Pour moi, c'est bah ouais, c'est logique à un moment donné d'en venir à ça. Mais genre, moi, je pense que par exemple, les trucs de raquettes, etc., il y a des fois aussi, tu tombes sur des gens qui sont plus dingues que toi. Genre, ça, c'est une réalité. mais c'est que du non-verbal quasiment. Ils disent: «Ouais, Mais, il y a mais, un petit mais je... blanc». ouais, Ils voilà, disent: c'est «Oui, un petit blanc ou non-verbal. un chinois qui sort de Louis Vuitton, il est comme ça, lui, ça va être facile». Mais Ouais, un alors mec, un grand rugbyman ou un mec, un grand mec solide, il va se dire: «En vrai, lui, je sais qu'il peut me faire mal». Tu vois? non, mais tout dépend, parce que si le grand mec solide, il sort et que
il est en mode défiance, il regarde mal, etc., que les gens, ils ont envie de se dire, ah, on a un gars, etc., à qui se. Voilà. En fait, c'est d'être capable d'être, genre, dur, mais souple. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as un extrême, ça va friter avec les mecs qui veulent être dans le même extrême que toi. Et en fait, ce qu'il faut être vraiment réussir à faire, c'est être, moi, je me sens fort, mais je suis pas là en train de regarder tout le monde mal. Exactement. Voilà, je me sens, en fait, je me sens légitime d'être là. Et alors, il y a quoi? On est là, enfin, t'es là, je suis là. Voilà, j'ai ma Et place aussi, ici. ne pas donner l'argument. Ne pas donner le bâton pour se faire battre. Par exemple, moi, une fois, j'étais avec mon ex-beau-frère, c'était un rugbyman, il était bourré. Ils étaient 4 rugbyman. Et ils étaient face à 40 mecs de quartier qui étaient à Bordeaux-Nord et tout, qui étaient venus, tu sais, à la sortie des boîtes, ils aiment bien, en fait. Ils s'étaient embrouillés dans la boîte. Le mec de quartier, il a appelé tous ses potes, ils sont venus. Et moi, j'étais là pour séparer. Tu sais comment j'ai séparé? Le mec, il me dit: «Ouais, toi et tes potes, FDP, on va vous tuer». Je fais: «Les gars, on sait que nos mamans font le trottoir, mais c'est pas une raison pour nous frapper». Le mec, je te jure, Nico, qu'il a buggé. Ouais, mais parce que tu vois, au moment où tu dis ça, t'es pas dans l'émotion. C'est-à-dire, tu entends FDP, tu dis pas, ah Tout à là là, fait. vas-y, tu es en mode, en fait, toi, tu reçois ça de manière froide, il n'y a pas d'émotion, donc tu as toujours ta Ouais, lucidité, donc tu peux ouais, prendre une posture. Tu vois, si l'émotion, elle t'avait embarqué, la posture, tu n'aurais pas pu la prendre, parce que il a dit quoi là? Putain, mais c'est un ouf. ouais, ouais. Non, non, Ouais, c'est non, fini. c'est comme, ça revient à ce qu'on disait dans l'académie, ta valeur, tu la connais. Moi, je sais que ma mère, elle est mariée avec mon père depuis plus de 20 ans, c'est pas une femme de joie, tu vois? Mhm. Donc il peut dire ce qu'il veut, ça m'atteint même pas et c'est, répondre, ça c'est après voilà, si on veut rentrer là-dedans, il y a une série très intéressante qui s'appelle Peaky Blinders où il y a plusieurs façons de répondre à des attaques. Il y a l'amplification. Par exemple, ce que j'ai fait, moi j'ai amplifié ce qu'il a dit le mec, j'ai dit: «Oui, ma maman fait les trottoirs, mais c'est pas une raison pour m'insulter». 2e chose, c'est, la diversion, on change de sujet et la troisième chose, c'est, bon après ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est la répétition de 3 choses dans la même phrase. Mais, et en plus, Tommy Shelby, il le fait avec une posture, qui se dit: «Oh, OK». Donc, on s'est un peu évadé, mais voilà, la critique en fait, ça glisse quoi, ça glisse, Ouais, et on est là quoi. ne soyez pas, comment dire, happé par un sentiment d'injustice, parce qu'à partir du moment où vous dites, mais c'est injuste, tu t'enlèves quelque part ta capacité à agir sur le truc. On ne parle pas d'une injustice lointaine, comme une guerre qui se déclenche à l'autre bout du monde, entre guillemets, que tu peux percevoir comme une injustice sur laquelle tu auras très peu d'impact direct. Là, on parle d'une injustice qui te concerne, que tu prends et sur laquelle tu as un impact. Donc, du coup, si tu décides de prendre ça en mode injustice, c'est le moment en fait où commencent les problèmes parce que tu te dis, waouh, la situation aurait dû être comme ça. Donc, du coup, tu es dans un scénario et en fait, tu n'es pas dans le challenge qui t'est proposé réellement. C'est-à-dire, le coach, il te respecte pas comme il devrait, il te voit comme un remplaçant. Bon, bah, comment changer le truc? Oui, mais il aurait déjà dû me voir comme un titulaire. Oui, mais ça, c'est ton scénario. Ça, c'est ce que tu t'étais mis en tête. Le monde du football, à l'extérieur, il n'y a rien. Le football, basket, tout ça, il n'y a rien de logique. Une équipe nulle, elle peut taper une équipe forte. Un joueur nul, il peut prendre la place d'un joueur fort. Parce que des fois, il y a des choses illogiques. Il y a les destins d'un match, des fois, s'écrivent de manière illogique. L'équipe, elle a dominé et elle a perdu. Voilà. Et ça, Tu vois, c'est toujours, toujours, toujours quelque chose qu'il faut contrer en soi quand tu commences à te plonger dans l'injustice. Ce sentiment-là, il n'est pas rentable. il y a aussi un manque de compétences chez celui qui reçoit la critique et qui s'écroule. Par exemple, chez toutes les personnes, quand tu regardes une chose très simple, c'est qu'une personne harcelée, va avoir beaucoup plus confiance en elle. En fait, une personne qui est harcelée, qui ne répond pas, c'est parce qu'elle a peur des conséquences, soit de sa propre violence et là, il y a un travail à faire au niveau de la gestion des émotions ou soit, la peur des conséquences parce que la personne, en fait, est carrément démunie. Si une personne commence à avoir un enjeu trop puissant durant un match et que cette personne-là n'a pas les compétences soit mentales ou soit techniques, c'est là où elle va s'écrouler. Ou Mhm. sinon, elle va se protéger parce qu'elle aura tellement peur, en fait, d'avoir la honte devant tout le monde parce qu'elle sait pas gérer la honte. Une personne Ouais, qui et se fait puis, harceler dans la rue, qui n'a jamais fait de sport de combat, elle va se dire: «Ouais, je sais pas me battre, donc je peux pas répondre». Ça, c'était la phrase de mon petit frère parfois quand il se faisait victimiser, par le passé au collège. Au collège, Alex, tu vois, c'était le plus petit, il avait une croissance hyper tardive, donc du coup, bah, ils ont profité sur lui en lui disant: «Antoine, qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas le plus grand, je sais pas me battre, qu'est-ce que tu veux que je leur réponde?» Tu vois, c'est un manque de compétences qui se traduit en manque de confiance et son identité, c'est: «Je suis le plus petit, le plus maigre, donc je suis ça».
Après, avec le temps, Mm. maintenant, ça va changer. Mais tu vois un peu le truc? Bah ouais, ouais, non, mais je vois très bien, je vois très bien. Et là, par exemple, bah, si tu dis je suis d'accord avec le fait que je suis le plus petit, le plus maigre, bah C'est fini. change ça. Non, mais change ça. Genre, soit Ouais, tu ouais. te bats et tu dis je change ça, je vais aller faire un sport de combat, je vais apprendre à me battre. Parce que maintenant, j'ai un intérêt quelque part. C'est pas pour démonter tout le monde, mais j'ai envie de me sentir capable. Parce que cette sensation d'incapacité m'atteint, en fait. Et par exemple, si un coach, là, si on revient à du sport, te dit t'es pas capable de tirer un coup franc et que c'est vrai, bah, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'aller apprendre à tirer des coups francs si ça te gêne. Si ça te crée un inconfort, cette situation de te dire putain, il pense que je sais pas tirer les coups francs et en fait, quelque part, je sais pas vraiment les tirer. Bon, après, si Donc, tu faut choisir ses combats aussi. Si tu es, gardien ou si tu es 5, non, mais voilà, il faut choisir ses combats. Mais je veux dire, si ça te gêne vraiment qu'on pense ça de toi, bah, va t'entraîner. Si ça te gêne vraiment qu'on pense que tu sais pas te battre, bah, va apprendre à te battre. Pas pour démonter tout le monde, juste pour être mais tu doté de, sais que ce sentiment de compétence. ça a été mon cas, hein. Pourquoi j'ai commencé la musculation? J'ai commencé la musculation déjà pour le foot, à l'âge de 15, 16 ans, au poids de corps. Mais j'ai vraiment accentué le jour où, je fais mes trucs avec une nana et le matin au réveil, elle me regarde et me fait: «Ah ouais Antoine, en vrai tu es vraiment queuse, quoi» et je te jure que ça m'a brisé mon ego, Nico. J'ai fait: «Ah ouais, je suis queuse». Bon déjà, ciao et deuxièmement, je me suis démonté et après voilà, en fait, ça a créé quelque chose en moi où je n'ai pas accepté qu'on me dise ça. Bon après, c'était pas la première, mais tu sais, parfois on te dit: «Ouais Nico, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça te fait rien». Mais il y a une personne, je sais pas, elle te le dit d'une façon où ça Mais pique. en fait, quand elle te le dit, moi, pour moi, c'est qu'elle vient réveiller une blessure que tu as déjà. C'est déjà un truc que Ouais, toi-même tu as ouais identifié. Elle carrément, vient c'était un remuer un complexe d'être couteau queuse, et tu es carrément. là en mode ah là, elle m'a vu tel que je voulais pas qu'on me voie. Elle a vu mes vulnérabilités. Donc, en fait, Ouais, il y a un moment donné où effectivement ça bascule en mode ah, cette vulnérabilité, j'en veux plus. C'est peut-être exactement. au lieu de psychoter sur est-ce qu'ils vont voir, eh ben, je vais peut-être simplement changer ça. Et c'est peut-être la meilleure chose à faire. C'est qu'à un moment donné, tu as une Ouais, ouais. vulnérabilité, tu peux travailler sur toi pour essayer de te dire à partir de maintenant, je m'en fous d'être queuse, etc. Mais il y a aussi toute une partie que tu peux faire pour bah, simplement changer, être moins queuse et te sentir plus à l'aise de temps en temps. C'est ça la solution. De temps en temps, tu peux rien faire. Moi, par exemple, la calvitie, tu vois, là maintenant, je me rase le crâne. Mais Tu sais que quand tu as, c'est un vrai 25 ans, duel ça, hein. quand tu as Tu as eu une 25 ans et que dans période le vestiaire, de ouais, deuil, non? mais bah ouais, mais quand tu as 25 ans dans le vestiaire, tu sais que tu lasses tes crampons. On dit ah, Zizou. Ou même des fois, c'est même pas Zizou, c'est Batless. Tu sais, genre les trucs pour en même temps te piquer, te dire ah, on va pas lui dire que c'est Zizou non plus, il va s'enflammer. Donc on te sort des noms, tu vois, où tu es là, tu dis ah, on ne dit pas Iniesta ou Zizou, on te dit les mecs tu sais, de seconde zone. Tu dis ah, tranquille. Mais en fait, au départ, ça te pique de fou. Et à un moment Bah, ouais. donné, où tu te dis ça, de toute façon, je ne changerai pas. Ou alors je vais en Turquie et me faire voilà, mais moi, c'est pas mon délire. Donc ça, de toute façon, je ne le changerai pas. Donc De toute là, c'est façon, le il moment y a où il y a il du faut faire boulot, un hein, si tu travail. vas en Turquie, là. Ouais, non, ouais, j'ai pas mal de boulot, ouais. Après, là, je Non, mais rase, en hein, vrai, donc tu bref. sais que je me Mais posais la c'est, question, mais qu'est-ce si tu, comment tu es avec des cheveux, Nico? je te montrerai une photo si tu veux. Ouais, Mais le truc, c'est que si tu peux pas changer le truc, là, il ne te reste que le travail à faire sur toi. Et il faut faire en sorte que, bah ouais, j'ai une calvitie, voilà, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Et vous allez voir, les mecs qui ont 15, 16 ans, si un jour ça vous arrive, c'est un vrai travail sur soi pour accepter ça. ça fait Parce que mal. ça démonte en fait l'image externe, tu vois, l'image que tu veux renvoyer, tu peux plus te raccrocher à ça. Tu n'es plus le beau gosse que moi Après avant, c'était coupe au gel, tout ça, nanana. Tu n'es plus ça. Donc tu dois après te reconstruire une tu image. Et t'identifies à Statham, tu dur. vois? Tu te dis: «Bon, ça va, je suis comme Statham». Ce qui est très très dur, c'est que quand j'ai commencé à me raser la tête, moi à la base, tu sais, j'avais un visage, une attitude un peu, enfin douce, tu vois, genre un mec doux, tu vois, un mec, enfin pas dans le voilà. Et ça m'a tout de suite fait percevoir dans le regard des gens comme quelqu'un qui paraît beaucoup plus dur que ce qu'il n'est. Et en fait, il a fallu que je m'accommode du regard des gens qui changeaient sur moi. Parce qu'en fait, on me voyait comme quelqu'un de plus dur que je n'étais. Et quelque part, bah, ça m'a Ouais. fait travailler aussi, etc. Mais il y a un monde, en fait, dans lequel tu rentres dans un monde où tu te dis, bah, en fait, ce que je représentais n'existe plus. Et ça, faut savoir l'accepter. Mais si tu as un pouvoir sur la situation et que ça te gêne, moi, je t'invite à travailler. Je t'invite à travailler et ne reste jamais dans un sentiment d'injustice. Tu vois, moi, j'étais, ah putain, c'est injuste, Tu je perds mes cheveux. Non, enfin, je perds mes cheveux et alors on avance. Tu vois ce que je veux dire? Et au avec départ, un c'est pote, dur et au bout d'un moment, c'est moins dur. on appelle ça Marc. Marc Aurèle stoïcisme. À chaque fois qu'il y a une situation où on n'a pas la maîtrise, on se regarde, on dit: «Marc, je maîtrise pas la situation, c'est la vie, je perds mes cheveux, les critiques vont être là,
Et alors? C'est le jeu, c'est le jeu. Et on pourra faire une vidéo sur la pression sociale, c'est du sale, hein. La pression sociale, dans l'aspect mental, ça fait très mal. Ouais, bah, pour tout le monde, hein. Je veux dire, il y a des peurs clés dans l'être humain. Il y a la peur de la mort, etc. Ça, c'est une peur classique. Mais Normal. la plus grande peur, en fait, c'est la peur de se taper la honte. Souvent, c'est même la peur de souffrir, etc. Mais la peur de se taper la honte, je sais plus où c'est, mais dans la hiérarchie des peurs de l'humanité, Chez les, elle est au top, hein. Elle est dans le top 3, je crois, hein. Donc, il y c'est a un pour ça moment donné où. les Japonais, ils font le harakiri, enfin, ils le faisaient, je pense qu'ils certains le font toujours s'il y a une guerre, c'est le déshonneur, la honte de perdre, tu Ouais, vois? la peur d'être déshonoré, la peur d'avoir la honte, etc. Et Ça fait partie vraiment des peurs humaines, genre qui sont presque autant que la peur de la mort, tu vois. Genre, c'est une dinguerie. tu sais, j'ai reçu des bonnes années, mais tu sais, des bonnes années copier-coller. Je réponds même pas. Je me dis: «Ouais, en gros, ta pression sociale te fait faire en sorte qu'il faut Ouais. envoyer des bonnes années aux gens». Et tu sais que moi, j'ai sauté bonne année. D'ailleurs, je dois appeler mes grands-parents, les pauvres, pour eux, c'est sacré. Mais mes parents, ils savent que je vais pas leur dire. Mon frère, il sait que je vais pas lui Pression dire. sociale des grands-parents. Ouais, 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 ça, je l'accepte, tu vois? Mais Ouais, on l'accepte tous, on de l'accepte tout le tous. monde, genre bonne année. En fait, je suis tellement rationnel que c'est simplement que la Terre a fait le tour du système solaire et est revenue à son point initial. Et ouais, en fait, chaque jour, qui passe, je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne vie, quoi. C'est pas un Mmh. chiffre qui va faire en sorte que, bah, Nico, cette année, je te souhaite, du malheur, tu vois? Je veux pas que tu réussisses. Non, non, et puis après, c'est comme, je sais pas si tu as connu le début de Facebook. Facebook, tous les jours, il disait c'était l'anniversaire de qui. Donc, tu recevais, moi à l'époque, des 150 messages de bon anniversaire de gens à qui tu n'as Mais pas parlé et qui te parlaient que par pour te dire bon exemple, anniversaire. tu Donc, sais les tu sais les gens qui mettent leur anniversaire en story? En mode, pression sociale: «Regardez, c'est mon anniversaire, demain je veux de l'attention et deuxièmement, vous avez intérêt à me souhaiter mon anniversaire». ouais, Et après ils te mettent une deuxième pression: «Merci à tous ceux qui ont souhaité mon anniversaire». Mais moi ouais. je te le dis dans les yeux, je m'en bats les couilles. Tu es pas mon Mmh. pote, tu es une connaissance, heu et voilà. Je souhaite Ouais. anniversaire à mes amis, tu vois? Aux gens, autre part, certains oui, à qui j'ai pour qui j'ai de l'affection, tu vois? Mais Et tu vois, si on revient sur ça, c'est qu'en plus, ce qui nous met la pression sociale dans un vestiaire ou quoi que ce soit, c'est ce que tu as dit, t'es mon pote, t'es pas mon pote, t'es une connaissance. En fait, souvent, les gars avec qui vous jouez, à part si vous êtes dans un club depuis 20 ans, mais c'est rare quand même, les gars, c'est même pas vos potes de ouf. Ça veut dire que franchement, on va pas se mentir, si vous changez de club, vous n'allez plus avoir de nouvelles vraiment de ce gars-là. La plupart du temps, ouais, c'est ce qui se passe. Et donc, en fait, tu te mets une pression sociale pour des gens qui ne seront même plus dans ta vie dans un an et demi, 2 ans. Donc, c'est-à-dire que vraiment, c'est comme si tu as une meuf, elle était, ou un mec, tu vois, tu te mets en couple, tu sais que c'est une relation de passade, entre guillemets, pas forcément un coup d'un soir, mais un truc où tu dis, ouais, là, si je suis avec la personne, mais je ne ferai pas ma vie avec. Et que tu changes tout ton monde, tout t'adaptes, tu choisis ta carrière en fonction d'elle. Mais non, tu te dirais, bah non, ça n'a pas de sens. c'est Tu vois, mort. si la personne elle est que de passage, je ne vais pas définir tout le reste de ma vie en fonction d'elle. Je ne vais pas me faire un tatouage avec son nom, tu vois. Et ben, c'est comme si tu faisais ça. Parce que la pression sociale de gens que tu n'auras plus dans ta vie, bah, ça n'a pas de sens. Tu vois, tes grands-parents, tu le dis, tu sais que bah, tu les auras dans ta vie D'ailleurs, jusqu'à la je vais fin. les appeler là après le Non, mais tu podcast. vois, genre, donc ça a du sens à la limite. Et puis tu te dis, cette relation, ah là, elle m'apporte quelque Ouais, tu chose. sais, Mais ils vont mourir bientôt, c'est la voilà, fin, autant en le profiter. nombre de relations qui t'apportent rien et pour lesquelles tu donnes, tu donnes, alors que c'est à perte. Et ça, c'est dans le foot, mais c'est tout le temps. Dans un vestiaire, il y a plein de gars, c'est pas réellement tes potes, c'est juste vous êtes dans la même équipe. Mais Mmh. demain, tu changes d'équipe, t'as plus de nouvelles d'eux. Et pourtant, t'as donné pour te faire bien voir de gars comme ça. On s'en bat les steaks de ces gens-là. On Et s'en fout. ce qui est effrayant, c'est que le mec à l'école avec qui tu es pote de 9 heures à 17 heures, si tu lui dis juste que: «Ouais mon gars, en fait, tu es juste un mec de cours», il va le prendre mal, alors qu'il le sait. Les gens en fait, ils savent les choses, mais quand on leur dit: «Ah, il l'a dit, oh putain». Non, Ouais. c'est normal, hein, tranquille, arrêtez de en fait, il faut arrêter d'être surfragile, sursensible. La vie, c'est comme ça, faut arrêter, faut vraiment c'est le jour où on dit ces choses-là, c'est le jour où on a compris que la vie est ainsi. Bref, Nico, c'était un podcast sympa. Vous avez le lien de Nico en description, son Insta. Vous pouvez aller lui parler, la team, si vous voulez des un gros suivi prépa mental, en Et, perso, ouais, et les Nico? gars, si vous êtes toujours là
avec toutes les divagances qu'on a fait aujourd'hui, c'est que vraiment, vous aimez bien nous entendre Ouais. parler, ou alors vous nous détestez, et vous aimez bien nous détester. Mais tous les cas, mettez un petit commentaire pour nous dire que vous avez été là jusqu'au bout, parce que chapeau bas, les gars, pour avoir suivi notre discussion, qui était cool, hein, je pense, mais on est sorti un petit peu parfois du foot, etc. Donc Mais voilà. tu sais que personnellement, là, tu vois, il y a aucun avis il y a aucun objectif dans ce que je vais dire, enfin aucune vision objective. C'est que les meilleurs podcasts que j'écoute, moi, sont les podcasts où en fait les types, ils partent dans tous les sens, mais ça crée des choses magiques. Ouais, non, mais complètement. Je De dis pas toute qu'on façon, est je dis pas que c'est bien ce qu'on a fait, tu vois? Mais toute façon, c'est dur de suivre un thème, parce que si tu suis vraiment le thème, bah, en vrai, ton podcast, tu peux le faire durer 5 minutes. ouais, Voilà, tout a été dit, voilà, c'est l'estime de soi, faut faire ça, tu fais de la respiration, blablabla, voilà, ça a été dit en 5 minutes. Maintenant, il y a ce que tu dis et il y a tout ce qui va aider à anecdote, la ce qui va aider à la compréhension exact, de ce que tu dis. Parce que dire les choses, va sur ChatGPT, il va te dire, maintenant, est-ce que tu vas comprendre, est-ce que tu vas intégrer, est-ce que ça va? Bah, non. Voilà, donc si tu comptes sur ça, bah, va sur Google, va sur ChatGPT, si tu écoutes un podcast, effectivement, c'est plus pour l'esprit qu'il y a derrière, l'énergie que ça transmet, que pour l'information en tant que telle. Sinon, tu vas effectivement dans l'académie ou travailler avec moi en indiv. Et là tu as des informations qui vont s'appliquer à toi. Mais dans un podcast, bah, il va y en avoir, il va y avoir un peu de tout, un patchwork de plein de choses. C'est pas le même exact, truc. exact. Beh, merci Nico pour, le petit appel à l'action, pour les commentaires. Moi, j'y pense jamais au référencement, tu vois? Je suis pas un vrai youtubeur, qui demande des likes, des commentaires et tout. Faudrait que je le fasse plus souvent. Mais abonnez-vous la team, abonnez-vous à la chaîne, likez, Voilà. abonnez-vous, partagez, même si vous nous insultez, allez-y en commentaire, c'est toujours sympa. Non, après trêve de plaisanterie, Nico, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau thème et d'ici là la team, prenez soin de vous et passez une excellente, journée, soirée ou matinée. Ciao. Ciao.